Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Asson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre, gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'endurance et de la perte de poids et comment faire tous les types d'endurance pour le bien de votre corps, ainsi que comment engendrer grâce à la pratique sportive une perte de poids dans une série de 2 épisodes, commençant par celui-ci et faisant partie d'une série d'épisodes concernant la santé physique dans laquelle nous aborderons et dans laquelle nous avons abordé l'hypertrophie, la force, la perte de poids, l'endurance, la récupération ou encore la nutrition. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'épisode sur cette série. Le dernier, c'était la deuxième partie sur développer sa force et son hypertrophie. Donc ça fait plaisir d'être de retour sur cette petite série. Donc on repart avec un épisode sur l'endurance et la perte de poids, donc comme je viens de le dire. Donc, la première chose qu'on va commencer à faire, eh bien, c'est la même chose qu'on a pu faire pour la résistance. Parce que tout comme on a pu le voir, tout comme on a pu voir, pardon, que la résistance n'était pas seulement une histoire de gros muscles, l'endurance n'est pas seulement un moyen de brûler des graisses ou d'avoir une meilleure santé cardiovasculaire. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles vous voulez faire de l'endurance, peu importe votre objectif, que ça soit la longévité, la performance ou bien l'esthétique, qui sont globalement les trois facteurs principaux, les trois facteurs majeurs pour lesquels les gens et la plupart des personnes donc font du sport. C'est pour avoir une plus grande longévité, pour les performances et aussi pour l'aspect esthétique, bien sûr. L'endurance, d'une manière simple, peut se simplifier à 2 facteurs indépendants. Le premier facteur, c'est la gestion de la fatigue et le deuxième facteur, c'est le ravitaillement en carburant, donc en gros la gestion d'énergie. Donc la gestion de la fatigue, ça va être sur des efforts qui vont être plutôt courts, si je me souviens bien, puisque la gestion d'énergie, ça va vraiment arriver quand vous allez commencer à faire des efforts longs et qu'il va potentiellement falloir reconsommer eh bien de la nourriture pendant votre effort pour réapprovisionner un peu tout ça. Et après, bien sûr, hein, dans la gestion de la fatigue, on va avoir tout ce qui va être la forme de votre mouvement. C'est-à-dire, si vous avez une bonne foulée en course à pied, si vous avez une bonne position de pédalage, une bonne cadence en vélo, bah, vous allez moins vous fatiguer que si bah, vous avez une cadence irrégulière à la course à pied ou en vélo. Et si vous avez une position, et puis que voilà, si la position que vous adoptez se dégrade et elle risque de se dégrader, mais si elle se dégrade ou si elle n'est pas bonne, bah, vous serez moins efficace, donc vous allez fatiguer plus vite. Et aussi, ça va jouer un rôle dans l'économie d'énergie parce que vous vous doutez bien que si vous avez des foulées bien plus efficaces en course à pied, si vous impactez moins fort le sol, si vous rebondissez mieux dessus, que vous arrivez mieux à vous propulser, ben vous allez tout simplement réussir à économiser de l'énergie tout en avançant peut-être même plus vite. Donc il y a toute une histoire pour l'endurance, donc de gestion de la fatigue et de gestion de l'énergie. Ce sont les 2 facteurs assez indépendants qui sont, assez simples pour qualifier l'endurance. Mais l'endurance, c'est votre capacité à maintenir une bonne mécanique, comme je viens de le dire, et ça commence avec la respiration. Il faut respirer correctement. Il faut avoir
de bonne posture et position et il faut bouger correctement lorsque vous faites votre activité. L'efficacité va l'emporter sur la force, toujours. Ce sera toujours le cas. En tout cas, pour l'endurance. La plupart du temps, vous pouvez respirer par le nez, ce qui vous permettra de régler la mécanique de votre respiration, bien qu'il y ait de nombreux cas dans lesquels vous ne voulez pas et où vous ne devez pas respirer par le nez. Par exemple, si vous travaillez, si vous avez suivi un peu les épisodes de la série, vous savez qu'il y a 9 facteurs d'adaptation. Dans ces 9 facteurs d'adaptation, il y a par exemple la capacité anaérobie. Capacité anaérobie, c'est une et même pour la capacité aérobie qui est la VO2 max, pour ce genre d'efforts qui sont des efforts courts mais intenses. Alors pour la capacité anaérobie, c'est un effort très court, c'est-à-dire entre 30 et 90 secondes, mais extrêmement intense. Et pour la capacité aérobie, c'est un effort qui reste court, mais qui est plus long que l'autre, puisque la capacité aérobie, il faut au moins 3 minutes pour vraiment qu'on parle de capacité aérobie, donc un effort de 3 à 8 ou 11 minutes. Euh, donc ce genre d'effort, ce sont des efforts assez courts et violents, intenses. Donc pour ce genre d'effort, bah, vous n'avez pas forcément envie de respirer par le nez. Il va falloir respirer par la bouche, va vraiment falloir tout donner sur ce genre d'effort. Cependant, si vous faites juste un petit jogging, un petit run de 5, même de 10 kilomètres, et que vous voulez le faire tranquille, vraiment un rythme de sénateur, vous n'avez pas envie d'y aller fort, enfin voilà, vous avez juste envie de faire votre petite endurance, de courir tranquille, pas de vous fumer et de vous donner un objectif de courir les 10 kilomètres en 50 minutes ou un truc comme ça. Si vous avez envie de les courir en 1h20, bah, il y a absolument aucun problème. Et là, vous pouvez, bah, faire très probablement votre course à pied entièrement par le nez. Personnellement, c'est ce que je fais en ce moment. J'ai un peu changé, par rapport au début de l'année et de ce que je faisais il y a quelques mois. C'est-à-dire que, comme j'étais évidemment, en prépa, eh bien, j'avais pas trop de temps pour faire beaucoup d'autres activités à côté. Donc forcément, je faisais une course à pied par semaine. Donc, je faisais et là, cette année, je pense que les courses les plus courtes que j'ai fait tout en étant encore en prépa, elle devait faire, 12 kilomètres peut-être, 11-12 kilomètres, mais on était plus sur, 15 entre 15 et 19 kilomètres toutes les semaines et je courais assez vite. Donc là, sur ce genre d'effort, j'inspirais par le nez et j'expirais par la bouche. Typiquement, c'est le genre de course où j'essaie d'aller entre 10 et 11 km/h de moyenne, ce qui est un rythme assez élevé pour moi. Donc là, ce sont des efforts où à la fin de l'effort, les jambes font mal et cetera. On sent qu'on a bien forcé, et ça fait plaisir. On s'est bien donné. Maintenant, que, bah, je ne suis plus en prépa et que je suis en école d'ingé, j'ai un peu plus de temps, notamment pour faire, plus de séances de musculation et donc je fais un peu moins d'endurance et puis même, en fait, je peux aller, faire d'autres choses. C'est-à-dire que si j'ai envie de courir, je peux faire de la course à pied, certes, et j'en fais toujours, mais je peux aussi me permettre de jouer au foot, de jouer au basket, de jouer à tous ces sports-là où on peut courir et donc ça, c'est très intéressant. Donc, j'ai changé, je fais une course d'une dizaine de kilomètres, où j'ai essayé de courir vite, c'est-à-dire entre 10 et 11 km/h. Et puis, je fais une course de 5 kilomètres la semaine d'après, donc une semaine sur deux, hein, j'alterne entre, voilà, donc toutes les 4 semaines, je fais 2 courses de 10 kilomètres et 2 courses de 5 kilomètres. Et pour ces courses de 5 kilomètres, volontairement, je cours très lentement, c'est-à-dire que au lieu de courir entre 5 minutes 20 et 5 minutes 50 au kilomètre, je vais courir bah, ça va être entre 7 et 8 minutes au kilomètre. Donc je rajoute au moins 1 minute 30 par kilomètre à peu près, ou quasiment 1 minute 10. Euh, et donc là, pour ce genre d'effort-là, je cours en respirant
entièrement par le nez, du début à la fin. C'est le genre de course qui, comme je cours très lentement, hem eh bien, ça permet de respirer déjà par le nez parce que, bah, le cœur il monte pas trop haut et puis surtout ça permet, de beaucoup moins, faire mal aux jambes que pour le 10 kilomètres, et c'est pas forcément la distance, c'est surtout qu'en courant, aussi lentement, les impacts avec le sol, ils sont beaucoup moins violents et donc à la fin de ces 5 kilomètres là, bah, en fait, ça va quoi. On respire entièrement par le nez, on n'est pas du tout essoufflé et les jambes font pas très mal, mais on a bien bossé l'endurance. Donc voilà un peu, pour le type d'effort, hein, voilà, il y a des efforts où vous avez pas envie, si vous faites des gros sprints, des grosses accélérations, tout ça, vous avez pas envie de respirer entièrement par le nez parce que ça va vite devenir compliqué. Mais il y a certaines situations où, bah, en fait, c'est totalement possible de respirer par le nez, et c'est même encouragé. Concernant votre posture maintenant, essayez d'éviter de former un C. Par exemple, quand vous faites du vélo ou de la course à pied, justement. Faut éviter que votre corps il soit vraiment trop plié, trop replié sur lui-même. Heu, Faut pas trop faire un C, voilà, parce que, bah, c'est pas une super posture et donc ça va, ultimement, ben, dégrader vos performances et votre gestion de fatigue et d'énergie. Voilà, elles vont être, un peu plus, compliquées. Bon, j'en ai parlé, dans l'introduction, il y a plusieurs types d'endurance. Heu, J'en ai listé 5. Donc commençons par le premier, bien sûr. Le premier type d'endurance, c'est, ben, l'énergie disponible tout au long de votre journée. Ça, c'est une endurance, hein, c'est, une endurance, énergétique. C'est, à quel point vous avez, tout au long de la journée, de l'énergie pour réaliser les tâches que vous voulez réaliser. Le second type, alors c'est pas du tout dans un ordre, chronologique d'importance ou quoi, hein, c'est juste, voilà, c'est dans cet ordre parce que c'est dans cet ordre. Le deuxième type d'endurance, c'est pouvoir maintenir une position pendant longtemps. Par exemple, attendre à une caisse, donc on est debout, donc pouvoir rester debout pendant plusieurs dizaines de minutes. Hem, Par exemple, donc pour cet exemple de rester debout, c'est vous assistez, à une cérémonie, et pendant, 10-30 minutes, bah, il y a des gens qui parlent, il y a des choses qui se passent devant vos yeux et vous devez rester droit comme un piquet ou au moins debout. Donc ça ou bien sûr, rester assis, en ayant le dos droit bien sûr, sans former un C, encore une fois. Rester assis, tout simplement sur une chaise à votre bureau, en ayant le dos droit, bah, ça demande de l'endurance. Parce qu'il faut que votre corps, il puisse vous permettre d'avoir, heu, ben, un dos droit, une nuque bien ajustée dessus et cetera, qui tient, voilà, tout qui tienne correctement, pendant, plusieurs heures quand vous êtes au bureau. Troisième type d'endurance qu'on peut retrouver, c'est pouvoir produire un effort maximal pendant quelques secondes. Exemple, vous faites du vélo, il y a une montée raide, et ben là vous vous dites, ok, je me mets en danseuse et je donne le max. Je donne le max, hein, j'accélère de fou. On fait monter l'acide lactique dans les cuisses et je passe ce truc en deux temps trois mouvements sans trop ralentir. Ou alors, bien sûr, exemple typique, un sprint. Voilà, si vous faites un sprint, c'est produire un effort maximal pendant quelques secondes. Ça, c'est un type d'endurance. Avant-dernier type d'endurance, c'est pouvoir maintenir un effort longue durée. Et ça, c'est souvent ce avec quoi on fait rimer le plus souvent l'endurance. C'est maintenir un effort longue durée, donc faire de la course à pied, faire du vélo, mais aussi des activités comme de la randonnée. La randonnée, si vous faites des grosses randonnées de plusieurs dizaines de kilomètres, ben, ça peut être considéré et c'est considéré d'ailleurs, pas comme de l'endurance parce que vous allez quand même marcher, monter, descendre et cetera, pendant plusieurs heures. Donc c'est clairement
de l'endurance longue durée. Mais aussi, par exemple, des journées dans un parc d'attractions, admettons. Parce que quand vous allez être dans un parc d'attractions, vous allez, bah, déjà faire les attractions qui vont, bah, être, ça va vous demander des efforts physiques, dans les attractions parce que sinon vous allez être tout flasque si si vous avez pas d'effort physique. Hem mais puis ensuite, vous allez bouger d'une attraction à l'autre, vous allez vous déplacer, assez souvent dans le parc. Donc ça aussi, ça peut être considéré comme un effort longue durée parce que vous allez vraiment, produire de l'effort physique et vous allez produire cet effort physique pendant vraiment plusieurs heures, assez d'affilée et cetera. Même si ça va pas être les mêmes muscles qui vont être sollicités entre, vos déplacements et quand vous allez être dans un grand 8, mais ça reste quand même, une période où vous allez solliciter vos muscles, hein, pendant, plusieurs heures. Donc ça reste de l'endurance longue durée, à un côté bien sûr des choses traditionnelles, comme on l'a dit, comme la course à pied, le vélo et cetera. Enfin, dernier type d'endurance qu'on peut, trouver, c'est pouvoir maintenir un effort conséquent sur quelques minutes, cette fois-ci, et pas sur quelques secondes. Donc ça, ce serait plus du demi-fond, par exemple, donc courir, 2-3 km, assez rapidement. Donc ça va pas être les courir en sprint, ça va être les courir, juste en dessous peut-être, voilà, à 90-95 de sa VO2 max, et de vraiment, se donner, sur cet exercice. Donc si je récapitule, les 5 types qu'on a vus en termes d'endurance, on a l'énergie disponible tout au long de la journée, on a pouvoir maintenir une position pendant longtemps, pouvoir produire un effort maximal pendant quelques secondes, pouvoir maintenir un effort longue durée et pouvoir maintenir un effort conséquent sur quelques minutes. Tout ça, ça fait partie de l'endurance. L'endurance, c'est pas simplement pouvoir maintenir un effort de longue durée. Donc c'est aussi un peu, voilà, le travail de cet, épisode, c'est de démystifier un peu, et c'est de remettre un peu les choses en place et de toute façon, je ne vais pas vous mentir, avant de faire cet épisode, avant de me renseigner pour faire cet épisode, bah, j'avais, comme, la plupart d'entre vous, une définition de l'endurance qui était, vous prenez vos chaussures de course à pied, ou de vélo et vous allez faire une sortie de, ouais 30 minutes, 1 heure quoi, enfin, au moins. Et ça pour moi, c'est vrai, c'était l'endurance. Mais il est vrai que, bah, en fait, il y a beaucoup d'aspects à l'endurance et que, c'est vrai que le simple fait de pouvoir maintenir une position, bah, en fait, oui, c'est de l'endurance. Ça reste de l'endurance. Donc un point qui est aussi important, c'est de pouvoir faire tous ces types d'endurance, le tout en se sentant bien après ses efforts, et si c'est le cas, eh bien cela implique que vous allez vous sentir en pleine forme, vous allez bien mieux récupérer et vos performances physiques dans n'importe quelle activité seront améliorées. Alors bien sûr, pour, l'énergie tout au long de la journée, c'est pas vraiment un effort, donc là forcément il n'y a pas d'histoire de se sentir bien. Mais pour les 4 autres, oui, il faut pouvoir se sentir bien, à la fin. Une fois que vous avez fini votre journée de bureau, oui, vous allez peut-être être un peu tendu, un peu fatigué dans le dos et cetera, mais faut quand même se sentir bien. Faut pas que, faut pas, que ce soit, vraiment, trop douloureux parce que sinon, bah, forcément c'est pas agréable. Hem Et bien sûr, voilà, si vous arrivez à développer, toutes ces endurances et cetera, bien sûr, vous allez vous sentir en pleine forme. Vous allez être pas loin de toute façon d'être en pleine forme si vous avez tout ça et donc forcément, bah, votre qualité de vie, votre ressenti de la vie et cetera, bah, forcément, vont être grandement améliorés. Il est de plus très important de ne pas se limiter à seulement des efforts longs ou des efforts courts et intenses, par exemple du demi-fond. Il faut faire des 2, et nous allons voir comment et pourquoi dans cet épisode. C'est un point qui est assez, important parce que, ben, j'ai bien conscience que, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas et j'ai pu ne pas respecter aussi, bah, ce que je viens de dire, c'est
voilà, il y a beaucoup de personnes qui font, bah, beaucoup d'efforts longs, par exemple, dans l'espoir, comme on va le voir, de perdre du poids, parce que c'est aussi l'autre sujet de cet épisode, à côté de l'endurance. Donc oui, il y en a qui font, chaque semaine, 10 kilomètres, ils le font une ou 2 fois par semaine et puis c'est tout. Et puis ils font pas du tout de demi-fond, ils travaillent pas leur capacité, anaérobie ni capacité, aérobie. Ce qui est dommage parce que, ça veut dire que ces adaptations-là vont être, bien plus en retrait et elles vont donc, ben, freiner. Heu voilà, en termes de longévité et cetera, bah, ce sera un peu moins bien que ceux qui font le travail. Mais inversement, il y en a qui font très peu d'endurance longue durée et qui font beaucoup d'efforts intenses, hein, qui font, 1 à 2 fois par semaine, du demi-fond, où vraiment ils se butent à ça et cetera. Donc ils ont un bon cardio aussi, mais endurance longue durée, c'est pas forcément ça. Donc il faut essayer de mixer les 2 et on va peut-être, voir, aujourd'hui dans cet épisode ou dans l'épisode, suivant, comment ça marche, mais on verra surtout comment agencer ça, dans un programme et il y aura un ou 2 épisodes, sur comment, agencer un programme un peu, heu, sur une année parce que voilà, on va voir ça notamment. Parce que c'est important d'avoir des repères et d'avoir des périodes et cetera. Hem, Après ce sera pas un programme à appliquer à la lettre, ce sera juste, voilà, pour vous donner, une idée de ce qui peut être fait, au final. Une pratique qui peut vous permettre d'améliorer votre santé cardiovasculaire, par exemple, si vous travaillez dans des bureaux toute la journée, c'est de faire une activité très intense pendant une vingtaine de secondes, toutes les 4 heures environ, et ce, plusieurs fois par semaine, c'est-à-dire 3 ou 4 jours sur les 5 que vous allez passer au bureau en général. Quel type d'activité me direz-vous? Eh bien, par exemple, monter des escaliers en courant, faire un sprint dans votre immeuble ou dans la rue, des jumping jacks, des burpees, du vélo elliptique si c'est disponible. Le tout, bien sûr, en toute sécurité et vous pouvez faire ça entre, par exemple, 2 réunions. Le but, c'est de faire monter son rythme cardiaque très haut grâce à ces exercices. J'ai bien précisé pour les escaliers que c'était monter les escaliers, en courant, pas les descendre, hein. On va éviter de se casser une jambe, un bras, voire de mourir. Donc, si, vous faites ça dans les escaliers, vous les montez en courant et puis, une fois que vous vous êtes buté pendant 20 secondes à monter, 4 étages en courant et ben, vous les redescendez en marchant, en reprenant votre respiration, bien sûr. Voilà et puis si vous faites des sprints, bien sûr, faites attention. Si vous les faites dans les couloirs, bah, faites gaffe qu'il y ait pas des trucs qui vous feront trébucher et faites gaffe qu'il y ait pas des collègues qui vont sortir et si vous les faites dans, la rue, bah, faites attention aux passants, aux voitures et cetera, évidemment. Donc en toute sécurité. Mais faire ce genre de choses, ce sont des pratiques mais il y a des études, hein, qui ont été, menées, notamment avec des gens qui montaient des escaliers en courant et qui ont démontré, bah, que la santé cardiovasculaire de ces personnes s'est grandement améliorée, et que donc ça jouait un rôle, hein, notamment, par exemple sur la longévité, des personnes. Donc si vous exercez, un métier, qui fait que vous êtes très souvent, et pour la grande majorité de votre journée assis, et ben, essayez toutes les 4 heures environ de faire ces 20 secondes d'effort, hein. C'est pas long, c'est toutes les 4 heures, c'est-à-dire que ça va être 2 fois par jour. En gros, ça va être 2 fois dans votre journée. Généralement, une fois le matin, une fois l'après-midi, voilà. Donc 2 ou 3 fois, ça dépend quand est-ce que vous le faites, hein. Si dès que vous arrivez au bureau, vous le faites, bah, vous allez le faire une fois à midi et une fois juste avant de partir. Mais bon, en gros, vous allez le faire 2 fois par jour. C'est une vingtaine de secondes, donc c'est pas très long, toutes les 4 heures. Bon bref, en gros, vous aurez largement le temps de le faire normalement. Et ben, ça va un simple effort, aussi court que ça, et ben, ça va déjà grandement, bénéficier
être bénéfique pour votre endurance et votre santé cardiovasculaire. Donc ça, bah, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Abordons maintenant le deuxième sujet de cet épisode, la perte de poids. Alors, la semaine dernière, il y a un épisode sur la perte de poids et sur les mécanismes de la perte et de la prise de poids qui est sorti. Bon, dans cet épisode-là, on s'est majoritairement concentré sur les mécanismes de la prise de poids, mais on a parlé aussi de perte de poids, bien sûr, sinon je l'aurais pas mis dans le titre, forcément. Mais là, on va en voir donc une autre approche, une approche aussi scientifique et biologique, des choses qui m'ont surprise, mais qui au final, bah, en fait, ça paraît assez logique. Vous allez voir. Donc, on va parler donc de molécules composées de chaînes de carbone que sont les glucides, carbohydrates en anglais, et les graisses. Donc, glucides et graisses, c'est des molécules, ce sont des molécules qui sont composées de chaînes carbonées, donc avec du carbone. Lorsqu'on inspire, eh bien, on expire de l'oxygène, O2. Et lorsqu'on expire, on expire du CO2, du dioxyde de carbone. Donc, lorsqu'on expire, comparé à l'inspiration, ben, il y a un carbone en plus. Hein. On a inspiré de l'O2, on a rejeté du CO2. Donc il y a une molécule de carbone qui s'est greffée, en fait, à l'oxygène. Donc, grâce à ce que nous mangeons, nous apportons du carbone à notre corps, carbone qui est stocké dans les muscles et le foie sous forme de glycogène, et quand le corps se dit qu'il y en a trop, il utilise ces carbones en cassant ces molécules pour produire de l'ATP. Donc l'ATP, c'est l'énergie, globalement, hein, c'est vos cellules elles vont produire cet ATP et ça va être de l'énergie. Il reste alors du carbone qui va être seul dans votre sang. Et comme notre corps n'est pas très à l'aise avec le fait qu'il y ait des carbones qui se baladent tout seuls dans notre sang, eh bien, c'est pour cela que nous avons besoin d'inspirer du dioxygène, hein, de l'O2, afin de pouvoir éliminer ce carbone de notre corps, parce qu'il va se lier au dioxygène pour former du CO2. Et c'est de cette manière que nous sommes en mesure aussi de perdre du poids. Parce que vous vous doutez bien que bah, le carbone, ça a quand même une masse, même si c'est pas très grand, mais comme il y en a je ne sais pas combien, des milliers, voire des millions à chaque expiration, qui sont éjectés de notre corps, on va dire des milliers, parce que des millions, ça fait peut-être beaucoup, mais on ne sait pas, avec les molécules, c'est souvent des chiffres assez élevés, même avec les atomes. Euh, et ben, au final, ça enlève du poids. Donc en gros, si on respire, c'est pas tant pour nos organes, et cetera, voilà, c'est surtout pour, ben, éliminer un peu les déchets qu'on a, dans le système sanguin. Donc, connaissant, ce fait, il y en a certains qui vont se demander, peut-on, perdre du poids ou des graisses simplement en expirant à un rythme différent? La réponse à cette question, c'est un oui. Il y a 2 façons de perdre du poids, de toute façon. Ingérer moins de carbone ou expulser plus de carbone. OK. Il y a plein de manières d'augmenter son rythme d'expiration. Le plus simple pourrait être de faire de l'hyperventilation, mais vos niveaux d'adrénaline vont augmenter extrêmement vite, causant de l'anxiété, du stress, etc. et vous forçant globalement à arrêter très rapidement. Techniquement, l'hyperventilation fonctionne, mais vous ne pourrez pas la faire longtemps avant de devoir arrêter au risque, bah, potentiellement de mourir. Donc, comme on n'a pas envie de mourir tout de suite et de mourir d'hyperventilation, on va éviter. Donc, comment faire au final? Eh bien, vous vous en doutez, pour la perte de poids ou de graisse, n'importe quel type d'exercice, du crossfit, du bodybuilding, de la course à pied, de la natation, du vélo,
de la randonnée, etc. N'importe quel type d'exercice physique va vous permettre d'atteindre cet objectif tant que vous pratiquez de manière régulière. La régularité, c'est toujours le nerf de la guerre. C'est la même chose dans le sommeil, c'est la même chose pour la santé mentale et bien sûr pour la santé physique. La régularité est reine aussi. Pour la perte de poids ou de graisse, au cours du temps, on s'en fiche de si vous brûlez des glucides ou des graisses qui sont présents via votre alimentation pendant vos séances, car dans chaque cas, en fait, ce sera le même rythme de dioxygène qui entrera et sortira. Le tout, c'est donc de se mettre dans une situation dans laquelle vous expirez plus que vous n'inspirez, le tout sans mourir, bien sûr. Et le problème des exercices de respiration est que une fois que vous aurez fini, vous allez plus inspirer qu'expirer dans votre dans votre échange de carbone au cours du temps. Euh, donc, votre échange de carbone au cours du temps, pardon, sera nul. Ça, c'est un mécanisme hein, du corps humain. Si vous commencez à faire de l'hyperventilation dans un sens et que vous vous arrêtez, bah, en fait, votre corps va faire le mécanisme inverse. Il va faire une symétrie. Donc, si vous avez beaucoup plus à expirer que vous n'avez inspiré volontairement et sans faire d'effort physique, hein, juste avec votre respiration, une fois que vous aurez fini de faire tout ce bazar, parce que, bah, vous êtes pas loin de mourir, bah, votre corps, il va dire: «OK, t'as fait ça, bah, je fais l'inverse. On va beaucoup plus inspirer et un peu moins expirer» et du coup, au final, bah, en fait, vous aurez, pas vraiment gagné grand-chose. Donc faire de l'exercice physique à jeun, quant à lui, ne vous permet pas de perdre du poids plus vite, à part si vous faites un jeûne long de plusieurs jours, mais c'est pas vraiment ce qui est considéré ici. Si le glycogène dans vos muscles et dans votre foie, ainsi que le glucose dans votre sang sont à des niveaux suffisants, vous aurez l'énergie nécessaire pour faire de l'exercice. Donc, vous n'allez pas brûler plus de graisse juste parce que vous n'avez pas mangé ce matin. Vous avez suffisamment d'énergie dans votre corps, je vous rassure. Néanmoins, faire son sport à jeun n'est pas nécessaire pour la perte de poids ou de graisse ou l'adaptation aux graisses. Mais c'est tout de même une bonne option si vous souhaitez le faire, hein. C'est ce que je fais personnellement. Je fais mon sport à jeun et puis une fois que j'ai fini de faire ma séance, je mange. De plus, votre capacité à brûler des graisses n'implique pas que vous allez perdre du poids ou perdre plus de graisse et donc de poids. C'est pas parce que vous êtes adapté à brûler des graisses que vous allez nécessairement perdre du poids. Voilà, tout simplement. Ça dépendra aussi de qu'est-ce que vous avez mangé, en quelle quantité et à quel point vous allez être régulier dans votre pratique sportive, et à quel point elle va être intense, etc. Bref, il y a pas mal de facteurs. En général, lorsque vous augmentez l'intensité de l'exercice, cela signifie que vous allez utiliser plus les glucides, généralement comme source de carburant, plutôt que les graisses. Euh, Bien que il y ait de récentes études, notamment des études menées par le professeur Tim Noakes, qui ont prouvé, hein, qu'il était possible d'utiliser les graisses comme carburant, jusqu'à 90 de sa VO2 max. Mais de toute façon, ce qui importe pour la perte de poids, c'est d'expulser du carbone, peu importe la source de carburant utilisée, encore une fois, que ça vienne des glucides ou des graisses, parce que ce sont, tous les 2 des chaînes carbonées. En outre, il ne faut pas confondre les graisses brûlées provenant des stocks de graisse du corps et, et ne pas les confondre avec les graisses brûlées provenant de ce que vous avez apporté à votre corps via votre alimentation. Quand on épuise par l'exercice les stocks de glycogène, tous les glucides que vous ingérez iront dans les muscles et dans le foie, et votre corps utilisera les graisses comme source d'énergie. Pour que ça fonctionne, il faut être en déficit calorique et la graisse corporelle est en quelque sorte votre source d'énergie de secours, mais ça n'est votre source d'énergie de secours que si vous consommez des glucides,
que si les glucides font partie de votre alimentation. Parce que si vous suivez un régime cétogène, c'est-à-dire un régime où vous ne consommez pas de glucides sous aucune forme, eh bien, vous allez avoir du glycogène aussi. Vous allez avoir vos réserves de glycogène parce que votre corps, c'est pas parce que vous lui apportez pas de glucides qu'il est pas capable d'en former, hein. Il y a la néoglucogénèse, on en a déjà parlé sur le podcast. Donc vous aurez vos réserves de glycogène, mais votre source principale de carburant, ce seront plutôt les graisses que les glucides. Et en plus, il y a beaucoup plus de réserves de graisses que de glucides. Hem Mais donc, retenez que en général, pour des efforts assez intenses et courts, bah en fait, ça va plutôt être les réserves de glycogène qui vont être utilisées parce que les glucides, en tant que carburant, votre corps, bah, il préfère brûler ça en premier parce que bah, c'est plus rapide à brûler, tout simplement, que les graisses. Les graisses, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus lent. Et donc, si vous mangez des glucides, donc si vous apportez des glucides à votre corps via votre alimentation, eh bien, les graisses vont être plutôt une source d'énergie de secours, mais le problème, c'est que cette source d'énergie de secours, vous n'allez pouvoir la solliciter que si vraiment vous êtes au bout du bout des réserves de glycogène, que vous avez vraiment épuisé 100% des stocks et que votre corps n'a plus aucun autre choix que de faire ça. Tant que vous avez encore un peu de glycogène, contrairement à quand vous êtes, dans un adapté aux graisses, eh bien, tant qu'il vous reste un peu de glycogène, votre corps va brûler le glycogène et il ne va pas s'attaquer aux graisses, parce que le problème de manger des glucides via l'alimentation, c'est que ça va, comme on en a discuté sur le podcast déjà, ça va bloquer vos cellules adipeuses et cetera et donc vous allez pas pouvoir brûler les graisses. Heu Sauf cas de force majeure, vous avez plus du tout de glycogène, donc là, votre corps, il faut bien qu'il trouve un endroit où utiliser de l'énergie et potentiellement, il va utiliser les graisses. Mais encore une fois, ça va être lent, ça va être plus lent à démarrer, etc. Et donc, vous risquez vraiment de tomber sur un énorme mur pendant votre effort, vraiment une période où vous allez, ben, plus avoir d'énergie, tout simplement. De toute façon, vous avez besoin des 2 sources d'énergie. Le glycogène, comme je viens de le dire, pour les efforts intenses et courts. Par exemple, devoir sprinter en haut d'une colline, se mettre à l'abri d'un danger ou, pour une tâche cérébrale demandant, toute votre attention pendant quelques minutes. Et vous avez besoin des graisses pour les efforts longue durée, par exemple, si vous devez courir pendant des heures ou, bah, même pour du coup des exercices, pardon, mentaux, des tâches mentales qui vont vous demander plusieurs heures à un certain niveau d'intensité. Une manière simple de biaiser votre corps à brûler plus de graisse pendant vos efforts physiques, c'est de manger des choses grasses, par exemple du beurre, de la viande grasse, hein, marbrée, avant votre séance. Et si vous voulez brûler plus de glycogène, hein, donc de glucides, eh bien alors vous pouvez manger des glucides avant votre séance, si ça fait partie des choses que vous faites et que vous acceptez de faire. Voilà, donc si vous voulez un peu biaiser votre corps pour lui dire, vas-y, je veux que tu brûles des graisses, des lipides, eh bien, mangez des lipides avant votre séance. Et puis, si vous voulez utiliser donc plus du glycogène et donc brûler des glucides, bah, vous mangez des glucides avant votre séance. Cependant, vous n'allez pas forcément perdre de la graisse en faisant cette technique, mais votre corps va se dire qu'il a une surabondance de carburant, de ce carburant, donc il va préférentiellement utiliser cette source-là de carburant. Parmi les 9 adaptations dont nous avons parlé dans un épisode précédent du podcast, hein, donc c'est le tout premier épisode de cette série, hein, il me semble que c'est évaluer et améliorer sa santé physique, quelque chose comme ça. Donc, les 9 adaptations, on a compétence, la compétence slash technique. On a
la vitesse, la puissance, la force, l'endurance musculaire, l'hypertrophie, l'endurance, enfin les efforts longue durée, et puis capacité anaérobie et capacité aérobie. Donc ça, ce sont les 9 adaptations. Donc parmi ces 9 adaptations, la vitesse, la puissance et la compétence slash la technique n'ont aucun bénéfice pour la perte de poids ou de graisse, car ce sont des entraînements avec soit des faibles charges, un temps de repos qui est assez long et peu de volume. Hem, ouais, c'est pas un soi, hein, c'est des entraînements avec une charge faible, un temps de repos élevé et peu de volume. Même pour la force, et même si vous faites une séance d'une heure, la dépense énergétique, n'est pas énorme, ce qui n'est pas donc optimal pour, la perte de poids. Ce qui est optimal, si votre objectif est la perte de poids, est de faire des séances de type, travail de l'hypertrophie ou endurance musculaire, hein, donc des séances où vous allez faire, entre 6 et 30 répétitions sur des séances d'une heure, par exemple. Donc, on va voir les sources de carburant qui sont utilisées par le corps selon la, durée de l'effort. Donc entre 0 et 10-15 secondes d'effort maximal, on a la phosphocréatine. Donc la phosphocréatine, elle est stockée directement au niveau des fibres musculaires, et elle est vraiment pas mal car une molécule de phosphocréatine vous donne une molécule d'ATP, donc c'est du 1 pour 1, pas toutes les molécules font ça. Mais le problème, c'est que donc il y a très, très peu de stock et au bout de 10-15 secondes, vous avez déjà, tout expiré, hein. Donc au bout de c'est-à-dire que vous faites un sprint de 10-15 secondes, c'est bon, il y a déjà plus de phosphocréatine, et il faudra attendre, un petit moment avant que ça reprenne. Pour des efforts entre 10-15 secondes et quelques minutes, vous allez passer sur les glucides, hein, donc sur le glycogène, grâce à la glycogénèse anaérobie. Donc pour une molécule de glucose, C6H12O6, eh bien vous allez avoir 3-4 molécules d'ATP, ce qui est vraiment pas mal, hein, donc c'est-à-dire que pour la phosphocréatine, on était sur du 1 pour 1, donc ça c'était déjà bien. Là, on est du 1 pour 3 ou 1 pour 4, donc c'est vraiment très bien. Une molécule de glucose, c'est 3-4 molécules d'ATP. Une des adaptations que vous allez provoquer en vous entraînant de cette manière, c'est que vous allez améliorer votre capacité à stocker du glycogène dans vos muscles, ce qui peut être génial parce que du coup, vous aurez un peu plus de réserve et donc vous allez pouvoir, faire des efforts plus durs pendant plus longtemps sans avoir à, ravitailler, et sans avoir à re-remplir les réserves. Enfin, si vous allez plus loin, vous allez encore devoir changer de méthode pour avoir de l'énergie. Donc entre 90 secondes et 1 à 2 heures et même potentiellement plus, vous allez continuer à utiliser des glucides sous forme de glycogène. Mais le processus est différent et il s'appelle la glycogénèse aérobie cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était la glycogénèse anaérobie. Là, c'est la glycogénèse aérobie. Pour la plupart des personnes qui font du cardio pendant 1 heure, 1 heure 30 à un rythme modéré, il n'y aura aucun problème sur les réserves en glycogène. Il leur faudrait des heures et des heures à ce rythme pour épuiser les réserves de glycogène. En vélo, si vous faites de longues sorties entre 4 et 6 heures, vous allez sans doute utiliser les graisses comme carburant car ces réserves sont presque illimitées, à part si vous prenez des barres de céréales ou des gels en cours de route, ce qui va, biaiser votre corps vers l'utilisation de cette source de carburant, donc vers les glucides plutôt que les graisses. Pour l'endurance,
Tant que vous ne faites pas des marathons ou des ultramarathons, par exemple, il n'y a pas de problème de gestion d'énergie ou de carburant. Tout est une question de gestion des déchets ou gestion de la fatigue, comme on en parlait, hein. Ça, c'était les 2 facteurs indépendants qui pouvaient un peu définir l'endurance, dont on a parlé au tout début de cet épisode. Donc il faut apporter suffisamment de dioxygène, à notre corps pour pouvoir gérer le carbone que l'on libère dans notre corps avec la glycogénèse anaérobie et la glycogénèse aérobie. Si vous allez plus loin ou si vous allez très vite pendant longtemps, hein, 2 heures ou plus, là, il va falloir commencer certainement à se soucier, des réserves de glycogène dans les muscles et dans le foie parce que ça va, brûler très vite. Les protéines, on en a déjà parlé, elles peuvent aussi être utilisées comme source de carburant par votre corps et leur utilisation, va augmenter, hein, de 5 à 10 au cours du temps car vos réserves de glycogène diminuent. Mais ce n'est pas une super source d'énergie, hein. C'est un peu comme essayer d'utiliser du métal pour faire un feu quand on a une allumette, qui est la phosphocréatine, du journal, qui est le glycogène, et du bois, qui sont les graisses. Euh, donc, c'est voilà, c'est pas une super source d'énergie, elle est purement aérobie, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'oxygène et ça ne vous permet pas d'améliorer vos performances. Donc concrètement, les protéines, c'est, la quatrième source d'énergie, donc vraiment, il y a du temps avant de devoir en arriver là, c'est-à-dire que avant d'en arriver au point où vous allez utiliser des protéines comme source de carburant, vous aurez sacrément fourni d'efforts, et ça fera peut-être plusieurs jours que vous serez en train d'en fournir des efforts. Donc on n'en est pas là, quoi. Pour les glucides, vous allez majoritairement utiliser ceux qui sont présents dans les muscles concernés et éventuellement un peu en provenance du sang et du foie. Donc bien sûr, si vous courez, vous allez majoritairement utiliser du glycogène qui est présent dans les mollets, les quadriceps, les ischio-jambiers, mais pas forcément celui qui est présent dans vos biceps, bien sûr. Pour les graisses, une petite partie est stockée dans les muscles, mais la majorité vient du système entier, hein, du corps entier, c'est stocké de partout. Les graisses sont plus lentes à utiliser car elles ne sont pas disponibles dans les muscles, contrairement au glycogène. Et c'est pour ça qu'une personne perdant du gras grâce à la course à pied va perdre du gras de partout et pas seulement au niveau des jambes. Tout simplement parce que les graisses sont réparties de partout. Pour la perte de poids, il n'y a pas de type d'exercice privilégié. Si vous aimez les efforts longs, c'est super. Si vous préférez faire du demi-fond, c'est super aussi. Et si vous voulez faire une combinaison des deux, c'est fantastique. Vous avez une ribambelle d'options possibles. Choisissez simplement quelque chose qui vous semble exigeant, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même difficile à faire. Pas tous les exercices ne doivent être faciles et surtout, ne faites pas quelque chose que vous détestez absolument. Combien de personnes font de la course à pied parce qu'elles pensent que c'est la solution pour perdre du poids alors qu'elles détestent courir? Il y en a beaucoup trop. On va terminer sur un petit point et on reprendra dessus la prochaine fois sur la deuxième partie de l'épisode. On va terminer sur un peu parler d'endurance musculaire, hein. Donc l'endurance musculaire, si vous avez suivi cet épisode et si vous suivez tous les épisodes, vous savez que c'est une des 9 adaptations. L'endurance musculaire. Donc, pour l'endurance musculaire, c'est pas, on considère pas le système entier, mais c'est un muscle local. Par exemple, votre biceps. Quand vous allez faire des curls biceps à la salle, on va parler d'endurance musculaire à ce niveau-là. Par contre, quand vous allez faire des burpees, bah là, vous allez plus utiliser à peu près tous les muscles parce que vous allez faire une pompe, un squat et sauter, etc. Donc là, ce sera pas vraiment de l'endurance musculaire, ce sera un peu différent. Donc, endurance musculaire, c'est sur un muscle local, sur un muscle, généralement, un muscle, un groupe de muscles.
Et comment on quantifie ça en termes de répétition? Eh bien, ce sont des exercices qui entre 5 et 50 répétitions. Par exemple, combien de tractions, de pompes ou de dips, pouvez-vous faire d'affilée? Heu et bien sûr, d'affilée, sans pause et cetera. Combien de temps pouvez-vous tenir, par exemple, en planche, en chaise, accroché, à une barre? L'endurance musculaire, c'est pas courir, 1 kilomètre ou un marathon. C'est quelque chose qui est différent. Nous avons longuement discuté de métabolisme tout au long de cet épisode afin que l'on puisse mieux comprendre comment entraîner les muscles et on va terminer sur ça. Voilà, ça va être un peu de suspense, on va garder un peu de suspense pour la prochaine fois. Donc on a vite fait parler. Voilà, très vite fait. Endurance musculaire, c'est sur, un muscle généralement et voilà. Donc les exemples, combien de tractions, de dips, de pompes vous pouvez faire d'affilée. Généralement, ça va être entre 5 et 50 répétitions et puis, pour des exercices statiques, ben, combien de temps vous pouvez tenir, en planche, en chaise et cetera. Donc ça concerne l'endurance musculaire, donc on y reviendra bien plus en détail dans la deuxième partie de cet épisode. Voilà, donc cet épisode sur la perte de poids et l'endurance touche pardon, à sa fin. Un nouvel épisode de cette série, donc sur la santé physique qui a commencé il y a plusieurs mois maintenant avec le tout premier épisode qui a été évaluer et améliorer sa santé physique. J'espère évidemment, comme d'habitude, que cet épisode vous a plu et bien sûr, je vous remercie pour votre intérêt dans la santé et dans la science. Et puis, je vous donne, comme d'habitude aussi, rendez-vous mardi prochain, 18h, pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.